Bonsoir, donc je suis très heureux de vous présenter nos deux intervenants de ce soir. Comme vous savez, souvent il y a quelqu'un de la maison, ou BNF, ou INHA, ou École des Chartes, et puis un invité extérieur, un spécialiste souvent du sujet que nous allons traiter lors des réunions. Donc pour la BNF, nous avons le plaisir d'accueillir Boris Courrèges, qui travaille au département de la musique et donc département qui gère également non seulement le département de la musique proprement dit qui est ici à la rue qu'on appelle l'annexe Le Voie de la BNF, mais aussi à la bibliothèque musée de l'Opéra. Et il a travaillé pour une exposition récemment, en 2014, les ballets suédois. C'est ça ? Et Guillaume Farou, qui est spécialiste d'Hubert Robert. Donc vous savez très bien, vous êtes là parce que vous avez hâte de voir les deux tableaux. Donc parmi les fleurons des collections de la Bibliothèque nationale, donc bibliothèque de BMO, bibliothèque musée de l'Opéra, nous avons ces deux panneaux peints de Hubert Robert. Et donc c'était logique d'inviter le spécialiste qui non seulement est un voisin, est un ami de longue date, et donc nous sommes vraiment heureux d'avoir ici donc Guillaume Farou, qui était commissaire de la dernière sublime grande exposition Hubert Robert. C'est très difficile de faire la liste parce qu'il travaille beaucoup, donc de Fragonard amoureux, la collection La Case, la passion de l'Antiquité rêvée, je ne sais pas de combien d'expositions tu étais commissaire et auteur de catalogues, etc. Donc vraiment avec un très grand plaisir, donc je n'en dirai pas davantage pour ne pas voler du temps à cette conférence. Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour la présentation de deux tableaux de peinture sur bois d'Hubert Robert, conservés à la Bibliothèque musée de l'Opéra, qui présentent l'incendie de l'Opéra un soir de 1781 et la découverte des ruines le lendemain. Je vais retracer un historique de la présence de l'Opéra au Palais Royal avant d'aborder le fil des événements lors de cette soirée tragique, puis j'évoquerai les conséquences de l'incendie pour l'Opéra. Est-ce qu'on pourrait passer ? Ah oui. Vous voyez le Palais Royal tel qu'il était à l'époque de Lully. L'Opéra est logé dans l'aile droite. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, ça ne fonctionne plus. Ah, pardon. Voilà, excusez-moi. Dans ce bâtiment-là, il occupe tout le bâtiment. Il s'agit dès le départ, lorsque Richelieu fait bâtir ce palais par Jacques Le Mercier, d'un théâtre de cour. Il est inauguré en 1641 et on y accède alors par une galerie à l'intérieur du palais. C'est dans ce théâtre qui est représenté l'un des tout premiers opéras en France, Orfeo de Rossi, en 1647. Événement important pour l'histoire de l'opéra en France, bien avant Lully. Or, l'incendie de 1781, qui met fin à la présence de l'opéra au Palais Royal, a lieu un soir de représentation d'Orphée de Gluck. Et par une ironie du sort, la figure d'Orphée accompagne l'opéra au Palais Royal dès son commencement et au moment de sa disparition. Sous Louis XIV, le théâtre est offert à Molière, puis à Lully. C'est donc dans cette salle qu'a été représenté tout le répertoire de l'Académie royale de musique, jusqu'au premier incendie de 1763, car l'opéra a brûlé 2 fois au Palais Royal. Cette faveur royale représente un grand avantage financier, puisqu'elle permet d'épargner le paiement d'un loyer. En revanche, l'opéra, qui auparavant a occupé successivement 2 salles de jeu de paume, en tant qu'édifice, disparaît complètement pour se fondre dans le château. On y accède désormais par une impasse appelée le cul-de-sac de l'opéra, que vous voyez. Je sais pas si voilà, vous voyez ici le fameux cul-de-sac de l'opéra, fort incommode, qui suscite progressivement le mécontentement. Rien ne signale extérieurement l'opéra. Les contemporains sont frappés par le fort contraste entre la richesse des spectacles qui sont donnés à l'intérieur, les décors, les machines, les costumes somptueux, les ballets, etc., sans compter le prestige de l'institution et les abords de cette façade austère et rustique. Aussi, les penseurs de l'époque souhaitent de plus en plus voir émerger un opéra monumental qui rayonne dans la ville.
à l'exemple des théâtres de la Rome antique, dont on ravive de plus en plus le souvenir. Voici l'aspect du Palais Royal à partir de 1750. On arrive alors à un tournant avec deux événements importants. En 1748 est ouvert le concours pour la future place Louis XV, qui suscite quantité de projets d'architecture, dont plusieurs proposent d'y placer un théâtre. Puis, en 1749, le roi transfère l'administration de l'opéra à la ville de Paris, car l'opéra est devenu trop coûteux pour les finances royales. Le maître des lieux, le duc de Chartres, fils du duc d'Orléans, car le duc d'Orléans a cédé la jouissance du Palais Royal à son fils, le duc de Chartres, craint alors d'être dépossédé de l'opéra. Il sait que de nombreuses voix appellent à sortir l'opéra du Palais Royal pour lui offrir une salle monumentale, isolée, indépendante, et qu'en plus de cela, le concours de la place Louis XV offre une sérieuse opportunité. Alors, il achète des maisons particulières qui bordent le palais, qui bordent l'opéra, dans le but d'améliorer au moins les abords de ce cul-de-sac tant décrié. Il a même l'intention, à ce moment-là, de rebâtir entièrement l'opéra. Mais la ville de Paris se lance aussi dans ces opérations, et finalement, la ville construit ce petit bâtiment plutôt élégant que vous voyez sur la droite. Voilà, ce bâtiment-là, l'opéra est là. Là, il y avait le cul-de-sac, et là, c'est le nouveau bâtiment construit en 1750 qui met à la disposition des artistes un foyer, de nouvelles loges, et même des bureaux, et rend les abords de l'impasse plus agréables. Mais cela ne suffit pas à apaiser ceux qui continuent de réclamer un opéra séparé du château. Nous voici au premier incendie, en 1763, qui est représenté ici sur cette vue d'optique que l'on doit regarder à l'envers. Donc en fait, il faut la regarder à l'envers. Le bâtiment construit en 1750 est ici, en fait il est sur la droite. Là, c'est l'opéra. Cet incendie se produit pendant la période de fermeture de l'opéra, une matinée, et ne fait aucune victime, mais il provoque un premier traumatisme et fait ressentir la nécessité de mettre au point des systèmes de lutte contre l'incendie dans les salles de spectacle, comme on le verra tout à l'heure. On croit aussi que le moment est enfin venu de doter l'opéra d'une salle indépendante du Palais Royal. Il se produit alors une excitation autour de ce projet, mais c'est sans compter sur la détermination du duc d'Orléans qui obtient du roi la reconstruction partiellement auprès de la ville, d'un nouvel opéra au même lieu, sur les terrains nouvellement acquis. Et le duc d'Orléans rembourse en contrepartie les terrains acquis par la ville de Paris et reste propriétaire du terrain occupé par l'opéra. En réalité, la cour n'est sans doute pas encore prête à voir s'éloigner l'opéra, auquel elle reste extrêmement liée, tant ces artistes participent à son faste. Alors, voici le plan Turgot, avant le premier incendie. Donc, là, vous avez le Palais Royal. Ici, c'est sans doute la toiture de l'opéra qui a brûlé en 1763. C'est très schématique, ce plan. Sur le côté, vous voyez des maisons particulières dont certaines ont été achetées pour construire le nouvel opéra qui sera décalé vers la gauche. Là, la rue Saint-Honoré. Ici, vous voyez le Louvre. Donc Hubert Robert se trouve dans ce bâtiment construit sous Louis XIV où se trouve la rotonde d'Apollon. Et entre ce bâtiment et le Palais Royal, vous voyez ce faisceau de rues, de pâtés de maisons qui existait encore à cette époque-là. Est-ce que nous pourrions montrer l'incendie, s'il vous plaît? Voilà. Donc là, vous avez une perspective du Louvre et toute cette zone sombre représente les pâtés de maison qui séparaient le Louvre du Palais Royal qui se trouve au loin. Est-ce que nous pouvons revenir sur le PowerPoint? Merci. Voilà. Je voulais aussi vous montrer ce bâtiment très important, le Château d'Eau, qui est la principale citerne de Paris à cette époque-là, et qui est alimenté en eau par une pompe monumentale qu'on appelle la Samaritaine, construite sur le Pont Neuf, et qui envoie vers le château d'eau l'eau de la Seine, qui ensuite est redirigée vers le Palais Royal par des canalisations enfouies et permet d'arroser les jardins du Palais Royal.
Le Palais Royal est entièrement reconstruit par 2 architectes, Contant d'Ivry, l'architecte du duc d'Orléans, et Pierre-Louis Moreau, l'architecte de la ville, qui se partagent le chantier. À Moreau sont confiés la façade du palais et la salle de l'opéra. Le duc d'Orléans a expressément demandé que rien ne paraisse extérieurement de la présence de l'opéra, qui devra totalement se fondre, s'effacer et s'intégrer à l'intérieur du palais. Vous voyez ici le projet de Moreau, peu différent de la réalisation finale. Effectivement, la salle de l'opéra que vous voyez à droite, voilà, la salle de l'opéra est ici, avec ses 7 travées, se distingue assez peu du reste du palais, dont elle forme le prolongement, si ce n'est qu'elle est d'allure plus simple, étant dépouillée des colonnes qui ornent le reste du palais, elle est sans ordre. Il existe très peu de gravures d'époque qui représentent la façade de l'opéra. La salle est éphémère, elle a livré en 1770, après plusieurs années de travaux, et n'a fonctionné que 11 ans. On y accède cette fois-ci par la rue Saint-Honoré, par les 3 portes que vous voyez ici, les 3 portes d'entrée, entourées de guichets pour la distribution des billets qui se faisait dans la rue, à l'extérieur. À l'étage, Moreau a prévu un grand foyer pour le public, dont les fenêtres donnent sur la rue. L'un des buts de Moreau est d'offrir davantage de commodité et de confort. Vous remarquez aussi la présence d'un balcon et de sa balustrade élégante en fer forgé, permettant au public de venir s'aérer. Il faut préciser qu'à l'époque, les théâtres ne sont pas ventilés, que l'air y est confiné, on y étouffe. Notez également cette toiture très haute, destinée à contenir les cintres afin de donner le plus de facilité à l'emploi des décors et des machines. Voici, on reconnaît bien sur cette coupe de l'opéra la même silhouette. On reconnaît bien cette toiture très haute destinée à contenir les cintres, avec cette charpente où on peut monter intégralement les toiles qui sont présentées sur le théâtre. Ça, ce n'est qu'un projet. Voici la coupe telle qu'elle a été publiée par Moreau, par Dumont, excusez-moi, quelques années après la livraison de l'opéra. C'est toujours la même silhouette, il n'y a aucun changement. Si ce n'est le rideau de scène qui est à présent sans décoration, alors que dans le projet, une décoration devait figurer une bacchanale. Mais j'ignore si... Enfin, sans doute, c'est la réalisation finale, mais je n'ai pas pu en savoir plus. Autre gravure de cette salle, j'en ai retrouvé que 2. Vous reconnaissez l'opéra sur la droite, avec ses 7 travées, voilà, cette arcade surmontée de 7 fenêtres. Elle montre une toiture différente, vous voyez. Elle est étendue à l'ensemble du bâtiment et elle est plus basse, ce qui est impossible compte tenu des nécessités des décors et des cintres qui doivent être contenus par cette toiture. Et toute l'iconographie du XIXe siècle semble dériver de ce modèle, j'ai l'impression. Parce que c'est toujours ce modèle qui est reproduit, mais qui est impossible. La grande innovation de Moreau est d'avoir conçu une salle en forme d'ovale tronqué. On la compare souvent à l'opéra de Turin construit par Alfieri. Vous voyez ici cette forme très arrondie, enfin, très courbe, qui permet à tous les spectateurs d'avoir une vue sur la scène, contrairement à l'ancienne salle qui était de forme rectangulaire et qui offrait une mauvaise visibilité. Par ailleurs, Moreau conçoit plus de dégagement grâce à cette galerie extérieure qui contourne l'opéra sur 2 côtés, qui communique avec un passage qui mène à la rue des Bons Enfants, et qui permet de multiplier les issues. Il prévoit aussi de multiples petites cours. Vous les voyez là, il y a des petites cours. Et des escaliers de pierre plus solides. Est-ce que nous pourrions voir, s'il vous plaît, les ruines de l'opéra ? Ce gros œuvre massif a été prévu par Moreau justement pour résister aux incendies. Et on voit ici ces ouvertures qui donnent probablement sur la cage escalier en pierre,
des escaliers vraiment en pierre massive. Ici, vous voyez le théâtre. Est-ce que nous pourrions en revenir au PowerPoint? Merci. Il prévoit aussi des citernes, 3 citernes, et un corps de garde pour les pompiers en cas d'incendie. Il existe une description détaillée de l'opéra dans le Mercure de France. J'ai choisi de vous montrer cette célèbre gravure de Moreau le Jeune, censée représenter le vestibule de l'opéra. La suite d'estampes à laquelle elle appartient est parue 2 ans après l'incendie, mais était peut-être en préparation depuis quelques années. Et le compte-rendu du Mercure de France nous décrit un vestibule décoré de colonnes doriques cannelées, couronné d'un entablement architravé, une voûte formant des lunettes. Sur la droite, vous voyez ici la naissance d'une de ces lunettes qui donne sur le vestibule extérieur, sur la galerie extérieure. Des arcs doubleaux remplis d'ornements. Chaque extrémité du vestibule se termine en cul-de-four, ouvert par une grande arcade conduisant à un grand escalier. Et sur le plan, on voit bien la présence des 2 grands escaliers monumentaux à chaque bout du vestibule, 3 volets droites, et plus loin, quelques marches avant d'accéder à la sortie. On retrouve ces marches ici, sous les pieds des spectateurs qui sont en train de se diriger vers la sortie de l'opéra. Cette autre gravure, très célèbre, publiée cette fois-ci en 1777, le texte qui l'accompagne à l'origine, je ne parle pas du texte plus tardif écrit par Rétif la Bretonne, mais bien de celui qui l'accompagnait lors de la première parution, raconte l'histoire d'une femme que son mari emmène à l'opéra. Elle est délaissée depuis qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a accouché. Son mari ne s'intéresse plus à elle. En revanche, il semble très intéressé par l'opéra, et sitôt la porte de la loge ouverte, dit le texte, il s'élance pour jouir du spectacle qui vient de commencer. Il est tellement absorbé par le spectacle qu'il est en train de contempler et même d'écouter. Vous voyez cette figure tendue vers l'intérieur de la salle. Il ne s'aperçoit même pas de la scène qui est en train de se dérouler dans son dos. Et un détail m'a frappé. Est-ce que vous voyez cette curieuse spirale qui se trouve sur le bord de la loge? Eh bien, c'est un détail que l'on retrouve dans l'opéra de Moreau, ici, sur le bord des loges. Moreau appartient à cette nouvelle génération d'architectes français qui veulent rapprocher le théâtre de son modèle grec antique, avec ses gradins circulaires, uniformes, sans aucune séparation, sans aucune cloison, et il décide d'ouvrir totalement les loges en les décloisonnant, en les séparant seulement par une petite cloison à hauteur d'appui, qui ici, comme on le voit, est en forme de feuille d'acanthe, je crois, enroulée. Un dessin de Gabriel de Saint-Aubin représente l'intérieur de la salle Moreau. On retrouve ici cette forme courbe très ample. Moreau a aussi supprimé les colonnes apparentes, en dehors des 4 grandes colonnes qui délimitent le cadre de scène, réduisant les lignes verticales au profit des lignes horizontales. Grâce à cette disposition, il obtient des balcons continus et il rapproche le fond de la salle. Remarquez aussi cet amphithéâtre entouré d'une balustrade. La salle est plus vaste. Elle possède un rang de loges supplémentaires, l'ancienne n'en avait que 3, et peut accueillir à présent 2500 spectateurs, contre 1200 dans l'ancienne salle. Elle a donc doublé en capacité. Quelques années auparavant, le même Saint-Aubin a également dessiné l'intérieur de la précédente salle. Les différences sautent aux yeux avec ses lignes droites, l'étroitesse de cette forme allongée comme un corridor. Henri Sauval parle même de longues salles parallélogrammes. Cette cage de scène que vous voyez ici, en forme de rectangle vertical, peu commode pour la mise en scène, où se ressent la compression des lieux. Ça, c'est la version conservée à Saint-Pétersbourg. Et dans cette version conservée à Boston, on remarque mieux ce proscénium très avancé par rapport au cadre de scène, qui, conjugué à l'exiguïté des lieux, crée une promiscuité entre acteurs et spectateurs, l'orchestre, le ballet, qui attend, que vous voyez là, derrière les chanteurs, qui attend la fin de l'air pour commencer son entrée,
On a vraiment l'impression que tous ces personnages sont entassés, sont pressés les uns contre les autres. Alors que dans l'opéra de Moreau, l'avant-scène a été reculée pour rentrer totalement dans le cadre de scène, qui est puissamment affirmé par ces doubles colonnes, qui marquent une séparation très nette avec le public. La bibliothèque de l'opéra conserve 2 autres esquisses de Saint-Aubin, qui montrent la salle de Moreau, notamment le cadre de scène. Sur celle de droite, on remarque mieux l'élargissement du cadre de scène qui a basculé, qui adopte maintenant la forme d'un rectangle couché. Il semble que l'on voit s'ériger ici le grand mur invisible souhaité par Denis Diderot, et qui devait isoler le spectateur de l'action fictive afin de mieux créer l'illusion du drame. Un dernier mot sur le répertoire contemporain de la salle de Moreau. La venue de Marie-Antoinette en France a provoqué un changement spectaculaire dans la vie de l'opéra, car elle favorise la venue à Paris de 2 grands réformateurs, Noverre et Gluck, qu'elle a côtoyés à la cour de Vienne. En revanche, l'arrivée de Gluck, le ballet est déjà pénétré depuis quelques années par les idées de Noverre, donc son arrivée ne bouleverse pas fondamentalement le ballet, mais en revanche, l'arrivée de Gluck bouleverse énormément la scène lyrique parisienne. Une bonne partie du public se passionne pour la musique de Gluck, qui ébranle puissamment les émotions, jusqu'à créer une fascination pour les tourments de l'âme. Laissez-vous toucher par mes pleurs, rien n'égale ma douleur. Quel tourment déchire mon cœur, entend-on sur la scène. Il réussit ce miracle de ressusciter le goût pour la tragédie lyrique, qui était moribond depuis Rameau. Le règne de Gluck à Paris est parfaitement contemporain du théâtre construit par Moreau. C'est sur ce théâtre qu'une génération est venue se repaître pendant quelques années et s'abreuver abondamment aux larmes d'Orphée. Et ici, vous voyez Marie-Antoinette, vous la remarquez peut-être sur la... Ah, j'arrive pas à faire fonctionner cette... voilà, vous la remarquez ici, qui est devenue reine de France depuis peu. Grand soutien de Gluck, est venu applaudir Iphigénie en Aulide, et le public l'acclame pendant cette représentation. Ici, c'est la scène d'allure martiale du second acte, où Achille, chanté ici par Le Gros, et le chœur, s'adressant aux Thessaliens, s'écrie « Chantons, célébrant notre reine ». Venons-en maintenant au récit de l'incendie. Nous sommes le vendredi 8 juin 1781, lors d'une reprise d'Orphée et Eurydice de Gluck. Le ministre Amelot a demandé une semaine plus tôt que l'on réduise les ballets, qui sont beaucoup trop longs et qui terminent l'opéra. Et comme Orphée est trop court sans les ballets, on lui adjoint en guise d'ouverture le petit acte d'Apollon et Coronis. Plusieurs versions divergent sur le déroulement des faits et sont colportées par la presse. On raconte par exemple qu'à la fin du ballet qui termine Orphée, un danseur s'aperçoit que le feu a pris dans les cintres, il arrête tout à coup la danse, fait baisser le rideau de scène et le public évacue sans panique en trouvant que les ballets sont un peu courts. Mais dans une autre version, le spectacle se termine normalement. Le feu se déclare sitôt que le public vient de quitter la salle. Et c'est cette version qui est confirmée par l'enquête menée par 20 commissaires du Châtelet pendant 2 mois. La déposition de Dauvergne, directeur de l'opéra, nous apprend que vers 8 heures du soir, c'est-à-dire 10 heures du soir pour nous, car on est à l'époque à l'heure du méridien de Paris, un peu de feu a pris à une toile dans les cintres, en précisant, dans sa déposition, comme on en voit assez fréquemment dans les représentations, dit-il. Ce qui semble consternant pour nous. Et les mémoires secrets supposent que ce feu provient du simulacre produit dans la mise en scène d'Orphée, car au second acte, le décor doit figurer l'entrée des enfers, où l'on voit sortir une épaisse fumée mêlée de flammes qui annonce la fameuse scène des furies. Alors Dauvergne demande qu'on éteigne le feu, mais il n'y a pas d'eau. Les citernes sont vides. Et on se rappelle que Moreau a prévu 3 citernes dans son opéra. Mais selon une autre version, les citernes étaient pleines, mais il n'y avait pas de pompiers. Enfin bref, toujours est-il, on ne saura pas la vérité, mais le service du feu n'était pas opérationnel ce soir-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au moins un pompier qui appartient à la brigade des pompiers
était bien de garde ce soir-là à l'Opéra, car il s'est précipité dans les cintres sitôt que le feu a pris, avec d'autres machinistes, pour éteindre l'incendie, et il a péri dans les flammes. Un mot sur les dispositifs mis en place à cette époque contre les incendies. C'était devenu une préoccupation, notamment depuis l'incendie de 1763, et Morat, le directeur général des pompes du roi, avait imaginé ce service du feu, publié par Dumont en 1772, qui consiste à placer une citerne équipée d'une pompe dans un corps de garde près de la Seine et d'y raccorder des tuyaux menant jusque dans une boîte installée dans un mur de la salle, près de l'orchestre, où sont raccordées des lances à incendie en cuir. 3 pompiers sont postés très stratégiquement, dont l'un sur le théâtre, endroit le plus susceptible de prendre le feu, qui est chargé de donner l'alerte en cas d'incendie, et ce dispositif est conçu pour réagir efficacement en seulement 1 minute après que l'alerte a été donnée. Et dès l'année 1772, Morat fait mettre en place ce dispositif à la Comédie Italienne, qui se trouvait encore à la rue Montconseil. On n'a jamais eu besoin d'y recourir, mais quelques jours après l'incendie de 1781, on a l'idée de procéder à un exercice de simulation en présence de toutes les autorités de la ville, à la Comédie Italienne, peut-être pour se rassurer, conjurer le fatalisme d'un désastre qui se répète malgré les précautions qui ont été prises et devant lequel on se sent impuissant, et aussi pour s'assurer que ce dispositif fonctionne. Sur ce plan, alors, Moreau, malheureusement, a construit son opéra avant l'élaboration du dispositif de Morat, et le poste des pompiers est très loin de la scène, il se trouve ici. Le théâtre est là, ici il y a l'orchestre, l'amphithéâtre, et le poste des pompiers est là. Donc très loin de la scène. Je reviens à l'incendie. Comme on n'arrive pas à arrêter le feu, on coupe les cordes pour faire tomber la toile sur le théâtre. Mais lorsqu'on a coupé l'un des 2 côtés, la toile bascule de l'autre côté, en pendant de tout son long, communiquant le feu aux toiles voisines. Et un char de l'amour était suspendu en l'air à ce moment-là, dans les combles. Le feu se précipite dessus, et c'est toute la charpente qui s'embrase. Et tout cela se passe très rapidement, en 2 minutes. Voyant qu'on ne peut plus arrêter la progression du feu, Dauvergne ordonne d'évacuer le théâtre. Alors c'est intéressant de voir que Dauvergne, le directeur du théâtre, est présent ce soir-là, il est présent sur les lieux. Il envoie chercher le personnel se trouvant dans les loges et au petit foyer pour évacuer, et envoie aussi chercher les pompiers. Mais il est déjà trop tard pour certains danseurs qui sont remontés dans leur loge après la fin des ballets, qui terminent Orphée et Eurydice, et sont en train de se déshabiller, aidés par des tailleurs, car il y a un tailleur par loge chargé de délacer les danseurs après le ballet. Ils ne peuvent plus s'enfuir et doivent sortir par les fenêtres en sautant dans de petites cours ou s'échapper par les toits. L'un d'eux, Huard, se casse la jambe en sautant. Huard était l'un des principaux danseurs. Certains n'ont pas le cran de sauter ou de se lancer dans des acrobaties et périssent étouffés dans les loges. C'est le cas de 2 danseurs, de 3 tailleurs et d'un garçon de 15 ans qui était au service d'un danseur. Dans le même temps, 4 ouvriers machinistes et un pompier, qui était de garde ce soir-là à l'opéra, périssent dans les cintres en luttant contre les flammes. Alors un mot sur Dauvergne. Dauvergne, c'est un homme de près de 70 ans. La direction de l'opéra traverse alors une crise très grave. Il est en conflit ouvert avec les artistes de l'opéra, constitués en comité, qui lui reprochent notamment de ne rien comprendre aux nouvelles idées esthétiques en faveur des opéras italiens ou des tragédies de Gluck. Il le déteste très franchement. Et en avril 1781, 2 mois avant l'incendie, les artistes ont même écrit au ministre pour se plaindre de Dauvergne, qui est sur le point de démissionner. Donc le climat est vraiment délétère à ce moment précis. Mais je reviens à l'incendie. Les pompiers accourent, tentent d'entrer dans l'opéra, mais en entrant, ils créent un appel d'air qui fait s'engouffrer le vent, transforme toute la cage de scène en torche. Le feu se propage alors à toute la salle. En une demi-heure, elle flambe dans son entier. À la nuit tombée, toute la charpente de la cage de scène s'effondre, précipitant de nouveaux matériaux au cœur du brasier, faisant jaillir une gigantesque colonne de feu. Et certains témoins ont parlé d'une explosion qui se produit à 3 reprises, ou d'un jaillissement de flammes à la façon d'un volcan.
Est-ce que nous pourrions voir l'incendie, s'il vous plaît? Ce spectacle a fortement marqué les contemporains et tous les artistes qui ont représenté l'incendie de l'opéra semblent avoir représenté ce moment où il y a un jaillissement de flammes à la façon d'un volcan. Est-ce que nous pourrions revenir au PowerPoint? Merci. Pierre Fontaine a également représenté cet incendie dans cette aquarelle qui est peut-être tardive. Elle sert de modèle à une gravure du XIXe siècle par Courtin. Alors il pleuvait ce soir-là et vous pouvez voir que beaucoup de badauds ont des parapluies. Le lendemain, il ne reste que la carcasse du bâtiment, les gros murs, et la façade est intacte. Vers 5 heures du matin, les ouvriers peuvent pénétrer sur les lieux, non pas par l'avant, mais par l'arrière, par la cour des bons enfants. Ils empruntent les escaliers de pierre pour accéder aux corridors et aux loges. Et c'est donc du côté des bons enfants que se fait l'évacuation des corps découverts. Est-ce que nous pouvons voir les ruines de l'opéra, s'il vous plaît? Alors Hubert Robert choisit de faire venir les brancardiers plutôt vers la rue Saint-Honoré, mais en réalité, c'est vers les escaliers de pierre qui sont au fond que se fait l'évacuation au petit matin. Merci. Merci. En épilogue de cet incendie, la question se pose aussitôt de rebâtir un nouvel opéra, et cette fois-ci de le déloger hors du Palais Royal, je suis dans les temps. Malgré l'opposition du duc d'Orléans, le roi décide de construire un opéra monumental. Mais en attendant, il faut parer au plus pressé. L'architecte Lenoir est chargé de livrer en 3 mois, temps record, une salle provisoire sur les grands boulevards, en attendant de voir se concrétiser l'hypothétique concours qui livrera le monument tant espéré depuis des décennies. Et c'est alors une profusion de projets d'architecture très ambitieux dès 1781. Les architectes se jettent avec impatience sur le projet d'une place Louis XVI, qui viendrait également concrétiser la réunion du Louvre aux Tuileries, qui est projetée depuis longtemps. Bélanger est l'un des plus passionnés et livre plusieurs projets successifs pendant une vingtaine d'années. Vous voyez ici l'opéra sur la gauche, en forme de rotonde à l'antique, qui devait trôner face à l'entrée d'une cour royale, dont on voit ici le portique qui menait au palais des Tuileries, qui donc est situé par là-bas. Et au fond, vous voyez la galerie du Louvre. Ou encore ce projet de Boulay, un des premiers à proposer ces plans, immense rotonde surmontée d'une coupole, toujours située aux Tuileries. Mais ces projets ne sont pas retenus car ils empêchent de dégager la perspective que l'on souhaitait ouvrir entre le Louvre et les Tuileries. Et finalement, le roi choisit le projet de Paire, qui situe l'opéra dans le prolongement du pavillon de Marsan. Et symboliquement, il est relié par une arche aux Tuileries. Et ici, là, c'est le pavillon de Marsan. Pour communiquer avec la résidence royale. Donc l'opéra est encore relié physiquement au palais. C'est assez frappant de voir que la cour n'est pas parvenue à couper le cordon avec l'opéra, toujours conçu comme une annexe du château. Mais les finances sont à sec, nous sommes à la veille de la Révolution, le projet ne se réalise pas. Il est encore d'actualité en 1786 lorsque le roi lance un vaste emprunt de 30 millions et une loterie pour financer une série de grands travaux, la démolition des maisons sur le pont au Change, la construction du futur pont de la Concorde, mais aussi la construction d'une salle de l'opéra, qui est le seul projet sur les 3 qui ne se réalise pas. L'opéra voit ainsi s'éloigner le rêve d'un grand monument et doit se contenter pour l'heure d'une salle sur le boulevard, ce qui l'amène pendant la Terreur à faire main basse sur le théâtre plus rutilant qu'avait fait construire la citoyenne Montansier. Il faut donc attendre Garnier pour que se concrétise le projet d'un opéra monumental dans Paris, à la hauteur du prestige de l'Opéra de Paris, malgré la centaine de projets qui ont été dressés à son intention durant tout le XVIIIe siècle. Je vous remercie. Merci Boris. Alors je sens que vos sens sont glacés au terrible récit de cet incendie de la nuit du 8 juin 1781. Eh bien, on ne vous épargne rien puisque je vais y revenir. Et il va être question surtout de l'imagination galvanisée d'un très grand artiste, Hubert Robert,
qui est probablement témoin de l'événement et qui va parvenir à le transcrire dans une série de tableaux, dont les 2 tableaux qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont des petits tableaux au format d'esquisse peints sur bois que vous avez sur ce lutrin et sur lesquels nous reviendrons en détail grâce aux prises de vue de la caméra, sont le témoin de cette entreprise assez singulière dans l'œuvre d'Hubert Robert. Je vais vous présenter cette analyse de l'œuvre de Hubert Robert en 3 temps. L'idée étant de contextualiser ces 2 œuvres qui sont quand même singulières dans sa production et de comprendre en fait finalement comment Hubert Robert en a été amené à les produire. Je vais d'abord vous parler d'Hubert Robert rapidement, enfin de sa carrière et de son statut très particulier de peintre d'architecture qui, un peu naturellement, enfin avec un titre pareil, on s'attend à ce que l'artiste qui le porte s'intéresse à des questions scéniques, à des questions de scénographie, à des questions théâtrales. Et c'est très vrai, pour une grande part, pour l'œuvre de Robert, même s'il le fait de manière très paradoxale pour l'époque, j'y reviendrai. Je vous parlerai ensuite de quelque chose que j'avais déjà un peu évoqué au moment de l'exposition Hubert Robert, cette notion de belle terreur, qui est un oxymore, qui est un terme qui est utilisé pour commenter les œuvres de Robert, et justement qui est utilisé pour commenter les grands tableaux définitifs liés aux 2 esquisses qui sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque de l'Opéra, que Hubert Robert présente en 1781. Donc le public et les commentateurs sont très frappés par les tableaux et utilisent ce terme de belle terreur. Or, il se trouve que cette notion un peu neuve de belle terreur, elle est en écho avec de profonds bouleversements de l'esthétique dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on lit au Sublime, et il se trouve que Hubert Robert va beaucoup s'intéresser à cette esthétique nouvelle, qui rentre aussi en écho avec la musique de Gluck pour une part, et Boris y a fait allusion. Il se trouve que par une ironie du sort, l'incendie se déclare au moment où on représente Orphée Eurydice. C'est probablement lié à des effets de scénographie, et notamment aux foyers qui sont allumés pour la scène de l'enfer. Il se trouve que certains des opéras de Gluck représentés à Paris à la fin des années 1770, alors c'est le cas d'Orphée Eurydice, mais encore plus le cas d'Alceste, et j'y reviendrai, ont frappé les contemporains, puisque c'est une musique qui joue aussi le ressort du terrible, de l'horrible. La Rosalie Levasseur, qui va être la grande cantatrice, qui est la créatrice du rôle d'Alceste, terrifie par ses cris le public. Finalement, donc ça sera la 3e partie de ma présentation, donc vraiment la manière dont Robert s'approprie ce motif de l'incendie de l'opéra au cœur de la ville. Finalement, c'est un moyen pour Robert de faire advenir ce motif, cet épisode qui est quelque chose qui est prégnant dans la scénographie théâtrale et lyrique des années 70, et comment, par sa peinture, il fait advenir en fait cette fantasmagorie de l'incendie éruptif, volcanique, lié aussi à des conditions théâtrales particulières, et au fond le fait se propager dans l'ensemble de la ville. Donc voilà un peu mon parti. Donc la première partie, c'est cette présentation du sieur Robert, peintre d'architecture. Je reprends en fait la formulation qui est la formulation du procès-verbal du mois de juin 1766, quand Hubert Robert est reçu comme peintre à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc on l'associe tout de suite à un genre spécifique qui est celui du peintre d'architecture. Et donc je vais revenir, parce que au fond ce titre même, pas nécessairement, mais en fait fréquemment au XVIIIe siècle, résonne d'échos qui sont liés à la scène et au décor théâtral. Alors voilà notre héros, Hubert Robert, dans le portrait qui est le plus célèbre aujourd'hui, qui a été réalisé par son amie, la femme peintre Élisabeth Vigée-Lebrun en 1788, donc très peu de temps, 7 ans après l'exécution des 2 tableaux qui nous intéressent.
On voit l'homme Robert, cette force de nature qui tient fermement palette et pinceau. Le personnage est à la fois très truculent, se fait un petit peu de morphologie, de psychomorphologie facile, mais il y a quelque chose de l'ordre du colosse dans l'ordre de Robert, parce que c'est un personnage assez puissant, et effectivement l'ampleur de son œuvre comment dire, peut-être est le produit de cette vitalité de Robert, puisque il a une carrière qui est extrêmement longue, plus de 60 ans de carrière. Il est actif jusqu'à la fin. La légende dit qu'il meurt le pinceau à la main en 1808. On lui attribue au moins des centaines de tableaux, voire des milliers, et une grande production graphique. J'ai repéré dans la salle certains des spécialistes de Robert, je suis vraiment pas le seul, et ils savent de quoi je parle, notamment Marie-Catherine Sahu. Je sais que Sarah Catella est là aussi, qui travaille sur le fond graphique du Robert, et ainsi que Catherine Voiriot, qui a travaillé beaucoup sur la biographie de Robert. C'est elle qui a beaucoup remis les choses à plat, et qui a aussi travaillé sur l'iconographie, sur les portraits de Robert. Bien. Robert, il a une particularité, c'est que c'est pas quelqu'un qui vient du sérail, c'est pas un fils d'artiste. Ses parents sont valets de chambre, enfin ils sont au service d'une famille aristocratique, les Stainville, d'origine de l'Est de la France. Ça va être beaucoup pour la fortune de la carrière d'Hubert Robert, puisque, au fond, son protecteur principal, le comte de Stainville, deviendra duc de Choiseul, au moment où la carrière d'Hubert Robert prendra son essor, donc deviendra le principal ministre de Louis XV, et fait partie des puissants protecteurs de Robert. Ça peut vous sembler anecdotique, mais en fait, c'est grâce à la protection du comte de Stainville que Robert, qui est alors vraiment au tout début de sa formation d'artiste, à un moment où il hésite, il a probablement pensé devenir architecte, il est probablement passé dans l'atelier de Michel-Ange Schlotz, qui est à la fois un sculpteur, mais aussi quelqu'un qui produit des décors, qui produit de la scénographie pour les fêtes royales et pour l'opéra. J'y referai allusion, c'est un personnage important, Michel-Ange Schlotz. Donc Robert est un peu au début de sa formation, mais il va accompagner son protecteur, le comte de Stainville, qui a été nommé ambassadeur du roi de France auprès de la cour pontificale à Rome. Et c'est grâce à l'appui de son protecteur que Robert va rentrer un peu sur un strapontin au départ, mais il va rentrer à l'Académie de France à Rome, alors qu'il n'a passé aucun des concours qui normalement donnent droit à cet hébergement. Et puis il va progressivement bénéficier de la formation artistique du meilleur niveau qui est dispensé. Il sera même nommé à part entière pensionnaire. Et c'est à ce moment-là, véritablement, que sa veine artistique se définit. Là, vous avez une vue de Giambattista Piranesi, qui est justement un de ces architecte de papier, qui a beaucoup produit des vues de Rome, aussi beaucoup d'architecture fictive, qui est très actif à Rome au moment où Hubert Robert se forme. C'est quelqu'un qui va être très important pour la formation de son style et aussi de son inspiration. Et là, c'est une vue de Piranesi qui représente le Palais Mancini, qui est à l'époque le siège de l'Académie de France à Rome. Et c'est là où Hubert Robert se forme. Il y a une autre personnalité artistique majeure active à Rome dans ces années-là, qui est le peintre d'architecture Giovanni Paolo Panini, qui est un peintre spécialisé dans la représentation des vues d'architecture, à la fois des vedute qui représentent des vues urbaines de la ville de Rome, mais aussi beaucoup de vues imaginaires et de vues ruinistes, de vues archéologiques, on dirait aujourd'hui. C'est un peintre qui a beaucoup de succès à ce moment-là, qui n'est pas strictement un scénographe, mais qui s'intéresse beaucoup aux questions de scénographie, comme le montre ce célèbre tableau du peintre Panini, qui est aujourd'hui conservé au Louvre. Et Robert est vraiment très marqué par l'art de Panini. Au fond, il va adopter un type de peinture qui est très inspiré par la production de Panini. Vous avez dans cette image à la fois des extraits du catalogue de la collection
d'Hubert Robert au moment où elle passe en vente après son décès, donc en 1809. Et vous voyez qu'il est beaucoup fait mention de Panini. Et on a dans ce catalogue une mention célèbre qui explique que les 25 esquisses, les 25 tableaux de Panini que Hubert Robert possédait formaient véritablement la formulation, c'est le trésor sacré de ses études. C'est véritablement un artiste important. Et ce goût pour Panini, il va perdurer, puisque le tableau que je vous présente, c'est un tableau de Panini que Hubert Robert va faire acheter au cours des années 1780, au moment où il devient garde des tableaux du roi. En fait, il devient conservateur du futur musée du Louvre. Il prend une part importante aux acquisitions d'œuvres qui se fait à ce moment-là en préfiguration du futur musée. Et il fait donc acheter ce tableau de Panini. Je vous le présente parce que c'est un tableau que je trouve aussi très scénographique, enfin très lié à une forme de décor théâtral. Donc, un autre exemple aussi de l'œuvre de Piranèse, ce sont vraiment les deux figures qui sont des figures qui inspirent la formation de Robert. Voilà, c'est une des gravures les plus célèbres de Piranèse, en tout cas une de celles qui est fréquemment invoquée, puisque cette scénographie très particulière, avec cet effet d'arche au premier plan, véritablement comme un front de scène, avec une perspective latérale, c'est quelque chose qui inspire Robert, qu'on retrouve très tôt dans son œuvre, parce que là vous avez une peinture qui est conservée au Louvre, qui représente une sorte de vue très remaniée intérieure d'une galerie du Colisée, donnant sur un arc de triomphe, je crois que c'est l'arc de triomphe de Septime Sévère, mais dont la scénographie générale s'inspire, enfin en tout cas reprend la structure de la gravure de Piranèse que je viens de vous présenter. Tableau daté de 1759, donc c'est probablement une des premières peintures réalisées par l'artiste. Et ce motif aussi du frons skenae, enfin cette idée aussi d'une architecture cadre, au-delà de laquelle une vision peut s'opérer, une vision en perspective, une vision urbaine. Ça, c'est un motif qui va réapparaître sur l'un des deux tableaux qui nous intéressent aujourd'hui, le tableau qui représente l'incendie de l'opéra en 1781. Mais vous voyez que c'est au moins le schéma structurel de la composition, il dérive de compositions qu'Hubert Robert avait mis en place dès son séjour en Italie dans les années 1760. Il arrive à Paris en 1765, il se fait recevoir à l'Académie royale de peinture et de sculpture, j'y ai déjà fait allusion, probablement quand même avec c'est un peintre très doué, il va très vite rencontrer beaucoup de succès et s'attirer l'estime à la fois de ses pairs et l'intérêt des critiques et des collectionneurs, mais il n'en demeure pas moins que probablement l'influence du duc de Choiseul, qui est le personnage le plus puissant dans le royaume à l'époque, peut expliquer que Hubert Robert a été reçu de manière un peu exceptionnelle. Il est agréé et reçu le même jour, alors que normalement ces deux opérations suscitent de longs temps de préparation. Et il est reçu avec ce tableau qui au fond donc qui est un tableau donc qui représente une vue imaginaire très remaniée d'éléments de l'architecture romaine, qui rassemble à la fois de l'architecture antique avec l'arpentation du Panthéon sur la partie supérieure droite du tableau, des éléments d'architecture qui évoquent l'architecture de la Renaissance, avec la place du Capitole telle qu'elle a été remaniée par Michel-Ange notamment au XVIe siècle, et puis même le port de Ripetta qui est un port baroque qui avait été installé plus récemment. Donc il y a à la fois cette précision dans la représentation des éléments d'architecture et puis cette puissance de l'imaginaire qui recompose les images. J'y reviendrai parce que même pour les tableaux qui nous intéressent, les deux vues de l'opéra, encore une fois, même si elles sont profondément inspirées d'événements et de sites réels, Hubert Robert n'est jamais complètement fiable, il retravaille toujours les images qu'il présente. Alors, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est qu'il est reçu comme peintre d'architecture. Il a quelques devanciers à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Les deux plus célèbres qui l'ont précédé avec ce titre de peintre d'architecture, c'est d'abord le peintre d'origine italienne Servandoni, qui est reçu en 1731. Donc là, vous avez les deux morceaux de réception des artistes dont je vous parle. Et puis, plus tard, en 1758, c'est le peintre Pierre-Antoine Demachy, qui va être reçu aussi comme peintre d'architecture.
Il se trouve que Demachy est un élève de Servandoni. Demachy va être très important puisque, au fond, ça va être un compagnon de route pendant toute la carrière d'Hubert Robert. En permanence, ces deux artistes traitent un peu des mêmes sujets, sont dans la même veine, sont quand même beaucoup opposés l'un à l'autre par les critiques, les commentateurs. Et pour bien des aspects, c'est Demachy qui est le précurseur. Et Demachy, notamment, va s'intéresser aussi à la problématique de l'incendie urbain avant Robert. Il se trouve que et Servandoni et Demachy sont à la fois des peintres d'architecture, ils produisent de la peinture de chevalet, dans ce goût de l'architecture, dont Panini est un grand représentant en Italie, mais ce sont aussi des artistes qui sont très impliqués dans le décor scénique, décor d'opéra notamment. Servandoni se manifeste dès les années 1730, il a beaucoup de succès comme concepteur de décors pour l'opéra. Dans les années 1750, donc à un moment où Hubert Robert est encore à Paris, sa sensibilité artistique est vraiment en train de se former. Servandoni est très reconnu comme concepteur de décors, de scénographies très impressionnantes qui sont présentées dans la salle des machines des Tuileries. Donc il a beaucoup de succès dans cette veine, et il a probablement Demachy comme principal collaborateur. Pour Demachy, la production de Demachy comme décorateur scénique, c'est une production qui est attestée. Elle est moins bien documentée que pour Servandoni, mais elle existe réellement. Alors on a peu de dessins. Il y a ce dessin qui lui est attribué, qui probablement pourrait être préparatoire à un décor de théâtre. J'y reviendrai. En tout cas, dans les années 1760, la collaboration de Demachy à des décors de théâtre, notamment pour l'opéra, est attestée. Et à la fin des années 1770, il va à nouveau collaborer à des décors d'opéra, et notamment pour un décor de l'Alsace de Gluck. Donc c'est probablement quelque chose qui va être pertinent pour l'intérêt d'Hubert Robert pour le théâtre. Alors, le paradoxe, c'est qu'Hubert Robert s'intéresse au théâtre. On sait même qu'il a une pratique théâtrale, il a une pratique d'acteur, puisqu'il... je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, les mémoires de Vigée Lebrun, notamment, qui était son ami, les mémoires secrets aussi, témoignent de la participation d'Hubert Robert au cours des années 1770-1780 à des représentations de théâtre de société. Vous savez, enfin, c'est ce théâtre mondain. Il est à la fois... il y participe comme acteur, probablement peut-être comme concepteur de décor, mais ça, c'est très mal documenté. Et par ailleurs, le paradoxe, c'est que, alors que Robert, normalement, quand on est peintre d'architecture, on participe souvent au décor théâtral et au décor d'opéra, c'est pas le cas pour Robert du tout. Finalement, ça ne sera le cas que très tard dans sa carrière, et ponctuellement, en 1785, il collabore à la mise en place d'un théâtre neuf dans l'aile neuve du château de Versailles. C'est un théâtre de petite comédie, moins imposant que l'Opéra Royal qui avait été conçu par Gabriel. C'est un opéra, la salle d'opéra est conçue par Pierre-Adrien Paris, donc l'architecte des menus plaisirs. C'est Paris qui conçoit l'ensemble de la salle, mais Robert collabore en donnant notamment en concevant les modèles d'arabesques qui sont destinés à décorer les loges. Donc, vous voyez, il y a à la fois une forme d'intérêt probable pour le théâtre de la part de Robert, mais il y a une pratique qui est très restreinte. Néanmoins, Robert s'intéresse à la scène, et il s'intéresse aussi probablement aux innovations en matière de scénographie théâtrale qui se mettent en place au cours des années 1760-1770. Et c'est là qu'on en arrive à ce concept de belle horreur. Au cours des années 1760, rassurez-vous, je serai bref, mais une esthétique s'impose, qui est une esthétique nouvelle, l'esthétique du sublime, qui a été théorisée brillamment par un intellectuel britannique, l'Irlandais Edmund Burke, dans ses recherches philosophiques sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, publié d'abord à Londres en 1757, mais qui est traduit à Paris dès 1765, et qui va être beaucoup relayé, notamment par Denis Diderot, donc Denis Diderot, maître d'œuvre de l'encyclopédie, comme vous savez, mais aussi
commentateur pertinent, perspicace, perfide aussi, si vous m'autorisez ces 3 allitérations. Des salons auxquels participe Robert Diderot est un grand vecteur de diffusion de cette esthétique du sublime à l'époque. La particularité de l'esthétique du sublime, telle que l'a définie Burke, même si ce n'est pas lui qui l'invente, mais enfin c'est lui qui en propose la théorisation la plus frappante à l'époque, c'est cette idée des sensations galvanisées, au fond d'un spectacle terrible, mais vu comme un spectacle. Et là, c'est un des passages les plus célèbres. Hein. Il s'agit de faire en sorte que la violence ne va pas jusqu'à la destruction actuelle de la vie. Les émotions qui délivrent les organes d'un embarras dangereux et pénible sont capables de donner du délice, et non pas du plaisir, mais une sorte d'horreur délicieuse. On est très près de cette belle horreur qui servira à désigner les œuvres d'Hubert Robert. Et cette horreur délicieuse, son objet, c'est le sublime. Alors, au cours des années 1770, c'est au fond, cette esthétique des sens galvanisés par la frayeur, par la terreur, se diffuse via différents vecteurs artistiques. On a évoqué la musique de Gluck, puisque c'est, en France notamment, elle est vraiment perçue comme une musique qui joue aussi sur la terreur, hein, et notamment avec la représentation de l'Alceste, hein, j'y reviendrai. En littérature, et là, c'est l'occasion pour moi d'évoquer quand même d'autres historiens de l'art qui, plus récemment, se sont intéressés à l'incendie de l'opéra, hein, sur les travaux desquels je m'appuie. Sabine Weicherding, dès 2001, qui avait fait un article qui s'appelait « Faut-il brûler l'opéra ?» et donc qui était spécifiquement dédié au tableau d'Hubert Robert, qui la première mettait en relation vraiment les tableaux d'Hubert Robert avec cette esthétique du sublime nouvellement éclose. Et puis ces analyses avaient été reprises en 2010 par Nina Dubin dans un ouvrage qu'elle a consacré à Hubert Robert, qui s'appelle Hubert Robert, Futures and Ruins. Voilà, donc je m'appuie un petit peu sur leurs travaux, et puis que je développe aussi un petit peu. Dans les années 70, Hubert Robert produit quelques œuvres qui sortent véritablement du cadre habituel de sa production, plutôt dédié donc à la représentation de scènes de ruines, très inspirées par Paganini notamment et par Piranèse. Il participe à l'élaboration de cette paire. Donc lui, Hubert Robert, il est le responsable du tableau de droite, qui est accouplé à un tableau qui l'a précédé, une vue de l'éruption du Vésuve qui est due au peintre Wohler, un peintre français, mais qui est établi en Italie depuis les années 1760. Les deux se sont peut-être rencontrés à Rome, où ils sont présents tous les deux entre 1763 et 1765. Et on demande à Hubert Robert de peindre en pendant de l'éruption du Vésuve, peinte d'abord par Wohler, cette grande représentation des cascatelles de Tivoli, représentation très... enfin, comment dire, très imaginaire, enfin très pas du tout, respectueuse du site tel qu'il était réellement à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une commande d'un grand mécène de l'époque, Bergeret de Grandcourt, dont on a conservé le journal de voyage, et lui-même, quand il se rend sur place, donc bien avant de concevoir la commande du tableau Hubert Robert, le tableau est fait bien après, il décrit ce site comme « c'est une belle horreur », dans le sens d'une belle tragédie. Donc c'est vraiment cette idée de représentation, de galvanisation aussi des sens. On avait présenté dans l'exposition Hubert Robert donc quelques-uns de ces tableaux que moi je rattache, qui sont des tableaux très singuliers dans l'œuvre de Robert, que je rattache à cette esthétique du sublime, qui correspond souvent à des descriptions qui sont données par Burke dans son texte, hein, où il explique que le sublime, c'est la sensation de vertige quand on est au bord du précipice, quand on est vraiment dans des paysages où la démesure et la proximité d'une mort possible galvanise et les sens au point de terroriser. Ce qui donne des œuvres assez singulières dans l'œuvre de Robert, comme ces deux tableaux aussi qui ont été présentés au Salon de 1785 et peints pour l'archevêque de Narbonne. Tableau, voilà, c'est mon point, que moi j'avais proposé de rapprocher de ce qu'on connaît des scénographies, de ces scénographies renouvelées en France au cours des années 60-70, alors qu'on connaît mal, qu'on connaît par les descriptions qui seront données par la presse à l'époque.
Olivier Lefebvre, qui a travaillé il y a quelques années sur Jacques Louterbourg, ce peintre français qui est parisien dans les années 60, puis qui fait le reste de sa carrière en Angleterre à partir des années 70. C'est un peintre qui a probablement participé à des décors pour la Comédie Française à la fin des années 60 et qui ensuite perpétue cette pratique quand il est à Londres. Donc on a ces maquettes et qu'Olivier Lefebvre a rapproché notamment du décor pour le Guillaume Tell du dramaturge Lemierre, représenté à la Comédie Française à la fin des années 60. Et on est vraiment dans cette scénographie très particulière et qu'on retrouve après, dans les années 80, dans les scénographies de Pierre-Adrien Paris, qui est proche d'Hubert Robert dans les années 80. Je vous présente des exemples de scénographies de Paris qui sont conservées aujourd'hui au fond de la bibliothèque municipale de Besançon, notamment la scénographie de droite, où on est vraiment dans cette esthétique du sauvage, du minéral, et qui est très proche de cette esthétique donc du sublime, de l'inquiétant. Par ailleurs, dès les années 1760, on sait que certaines scénographies marquent les esprits, notamment une reprise de l'opéra de Rameau Dardanus, notamment repris pour le château de Fontainebleau en 1763. Et on sait que pour le troisième acte, la scène des prisons, Michel-Ange Schlotz, qui a été un temps le maître de Robert, produit un décor qui s'inspire très directement des scènes de prison de Piranèse. Donc on est vraiment dans, comment dire, la scénographie est très imprégnée de cette esthétique à la fois du terrible, mais aussi de ceux qui en ont été les premiers divulgateurs, notamment Piranèse. À la fin des années 70, au moment de la création d'Alceste de Gluck, donc cet opéra dont la musique est par moments terrifiante, je n'en ai pas trouvé de traces visuelles, je ne sais pas si ça existe, mais l'ensemble des décors sont conçus par Bélanger, sauf pour l'Acte des Enfers. Il se trouve que les décors de l'Acte des Enfers sont produits par le grand rival de Hubert Robert, par Demachy. Et Hubert Robert, qui est toujours à l'affût des nouveautés et sans doute aussi de la production de son rival, a probablement été très très intéressé par cette scénographie. Dernière chose, sur cette notion de belle horreur, il y a, c'est de plus en plus attesté, une fascination d'Hubert Robert pour le phénomène de l'éruption volcanique et notamment pour les tableaux de son contemporain Wohler. On sait que Hubert Robert a produit une de ses toiles les plus impressionnantes, je vous l'ai montré tout à l'heure, pour servir de pendant à un tableau de Wohler. Wohler, il se fait une spécialité des représentations en peinture de l'éruption du Vésuve. À un moment, justement, cette question des représentations du Vésuve, des représentations éruptives fascine vraiment les Européens. Bon, je ne développe pas trop cet aspect. Et il se trouve que Robert, il est fasciné au point que c'est attesté, il a possédé des tableaux de Wohler représentant, alors pas tellement des scènes d'éruption du Vésuve, mais il a possédé au moins un tableau par Wohler représentant une scène d'incendie urbain. Donc tout ça nous amène à cette représentation de l'incendie urbain qui apparaît finalement assez tôt dans l'œuvre de Robert, avec une œuvre singulière qu'il présente dès le salon de 1771, donc qui est une œuvre d'imagination qui représente une scène d'incendie de Rome, qu'on peut rattacher au grand incendie de 69 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Néron, enfin qu'on peut rapprocher rapidement, puisque au fond, dès qu'on regarde le tableau en détail, il y a un certain nombre d'éléments qui font que ça ne peut pas être... comment dire, c'est l'incendie de Rome à l'époque de Néron qui est évoqué par Robert dans ce tableau, mais en même temps, notamment, c'est le Colisée qu'on voit brûler. Or, le Colisée, il a été construit après le dit incendie. Donc, Robert se permet toujours au fond, de plier la réalité à son imagination. Ce premier tableau suscite un intérêt véritable de la part des commentateurs. On parle du grand effet que fait le tableau dans la critique proposée par les Mémoires secrets. Et il y a même une critique très favorable qui est produite par la Muse errante. Et on parle notamment de ce tableau qui inspire l'horreur, mais qui fait de Robert l'apologie. Alors, on arrive à cette question de l'incendie de l'opéra, tel qu'il est traité par Robert.
Et cet incendie, il est donc Robert est probablement en est témoin, mais il a des précurseurs dans l'art de peindre à Paris dans les années qui ont précédé Hubert Robert, et notamment, sans doute une des sources des deux tableaux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est cette paire de tableaux produits par son grand rival, Demachy. Les tableaux sont, alors, au salon, ce sont des tableaux, d'après le livret du salon, en gouache, qui n'ont pas été retrouvés, qui ont été présentés, mais on connaît deux autres versions à l'huile qui sont conservées au musée Carnavalet. Et ça correspond aux compositions, parce que les compositions de Demachy ont été gravées. Donc Hubert Robert a connu ces tableaux par la gravure, et sans doute aussi par des versions qu'il a pu avoir sous l'œil. Là, ce qui est représenté, c'est une scène dramatique qui a vraiment eu lieu en 1762, l'incendie de la foire Saint-Germain, donc à côté de l'église Saint-Germain à Paris. Vous savez que les foires à l'époque servaient surtout comme espace à la fois marchand, mais beaucoup d'espaces de représentation. Il y avait un certain nombre de forains, et on sait que l'incendie d'ailleurs a été provoqué probablement par les réserves d'un artificier qui faisait des feux d'artifice en lien avec la plantation théâtrale dans cette foire. Ce qui nous intéresse ici, c'est la dynamique, c'est-à-dire que Demachy représente à la fois la scène de l'incendie nocturne, vue à une certaine distance pour qu'on puisse apprécier cette belle horreur et ce contraste aussi entre le feu éruptif et la beauté de la nuit, et puis les conséquences, donc les ruines du bâtiment le lendemain. Donc c'est vraiment la même dynamique que Robert va appliquer. L'incendie urbain, il entre dans l'œuvre de Robert à l'occasion d'un autre incendie, 10 ans plus tard, en 1772, à la fin de l'année 1772, donc le 29 décembre, il y a un incendie qui est provoqué et qui va ravager l'Hôtel-Dieu, donc sur l'île de la Cité. L'incendie va beaucoup marquer les contemporains. Ce qui est intéressant, c'est que Robert en parle, puisqu'on a de la correspondance. Robert fait partie des rares artistes français du XVIIIe siècle pour lesquels une part notable de correspondance soit conservée. Et donc, à un de ses correspondants, il témoigne de cet incendie, il témoigne donc de cet événement qui a frappé à la fois la ville et aussi son imagination. Il se trouve que l'incendie va être représenté par d'autres artistes comme Raguenet. Ça va l'amener à produire plusieurs œuvres. Aucune ne sera à l'époque présentée au salon. En revanche, quelques-unes sont documentées par des passages en vente, et puis quelques-unes ont été gardées aussi dans la collection de Robert, et c'est connu par sa vente après décès. Le tableau le plus spectaculaire, c'est celui qui est conservé aujourd'hui au musée de Stockholm, qui est un tableau de dimensions assez considérables, des dimensions assez proches des deux tableaux inspirés de l'incendie de l'Opéra que Robert représentera en 1781. Et qui a une certaine postérité. Il y a un dessin qui est attribué à Robert, qui est conservé notamment à la Bibliothèque nationale. Et les compositions de Robert sont dérivées en tableau, en dessin, et sont aussi gravées. Et puis il y a quelques tableaux, c'est vraiment une poignée d'œuvres, qui sont liées à cette thématique de l'incendie urbain, que généralement on rattache soit à l'incendie de l'Hôtel-Dieu, soit à l'incendie de l'Opéra. En fait, c'est les deux tableaux que vous avez sous les yeux. En fait, les architectures correspondent ni à l'un ni à l'autre. On est aussi dans une part d'imaginaire de l'œuvre d'Hubert Robert. Enfin, c'est une thématique assez ténue dans son œuvre, mais néanmoins qui perdure pendant toutes les années 70. Bon, là, c'est un extrait de la vente après décès de Robert. On voit qu'il y a un certain nombre de dessins. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un des numéros, on précise une étude du plus grand effet, donc c'est le numéro 80, d'après l'incendie de l'Hôtel-Dieu, idem, 82, donc un tableau qui paraît encore être pris de l'Hôtel-Dieu, donc déjà pour les contemporains c'était un peu problématique. Alors en 81, l'incendie a lieu en juin, et Robert est sur place. Il est à l'époque, il est hébergé au Louvre. Il fait partie de ces peintres académiciens qui ont le privilège de pouvoir avoir un logement et un atelier
dans le Palais du Louvre. Probablement, il a pu être attiré d'abord depuis une certaine salle du palais, j'y reviendrai. Et en tout cas, il a représenté le palais, l'incendie à plusieurs reprises, et notamment aussi cette vue diurne où on voit aussi le palais en train de brûler. Ça, c'est un tableau qui est aujourd'hui à Carnavalet. Alors, le tour de force, c'est que l'incendie a lieu au début juin et que fin août, Hubert Robert peut présenter 2 tableaux de dimensions assez considérables, puisqu'ils font chacun 1,71 m de haut sur 1,20 m. Ils sont présentés au salon. Ils ont d'ailleurs déjà été achetés par un grand collectionneur de l'époque, un banquier, Girardeau de Marigny. C'est un de ces collectionneurs qui ont été étudiés par le spécialiste américain Colin Bailey. C'est un grand amateur notamment de peinture de paysage, un grand collectionneur du peintre Joseph Vernet. Donc c'est le signe que les tableaux de Robert attirent d'emblée l'intérêt des plus grands collectionneurs de l'époque. Voici les 2 tableaux qui ont été présentés au salon de 1780, qui ne sont pas ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Celui de droite est conservé aujourd'hui, enfin il est présenté au musée du Louvre, et celui de gauche est dans une collection particulière. Il a réapparu il y a quelques années. En fait, il est paru en vente à Paris en 2010. Il avait d'ailleurs défrayé la chronique, puisque ça a été un des tableaux les plus chers adjugés du peintre Hubert Robert. Donc voilà les 2 tableaux qu'il présente. Ils sont directement en lien avec les tableaux qui nous intéressent aujourd'hui. Donc c'est ces 2 esquisses. Peut-être qu'on peut... Non, je vais commenter les esquisses un peu plus tard. Alors, nos travaux conjoints avec Boris Courrèges ont permis de préciser l'historique de ces tableaux. Autant on a des mentions dans les ventes du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, de tableaux liés à l'incendie de l'Hôtel-Dieu, autant il y a peu de mentions de tableaux en lien avec l'incendie de l'Opéra. Ces 2 esquisses peintes sur bois, elles n'apparaissent nulle part avant la vente de 1861 qui a été identifiée par Boris. Donc vous voyez ces 2 tableaux qui viennent de la collection Mainguy, que je ne connais pas, j'avoue, mais qui représentent, donc ces tableaux peints sur bois qui représentent l'œuvre d'Hubert Robert. C'est intéressant, la date est presque symbolique, puisque 1861, c'est 1 an après une très grande exposition à Paris, au boulevard des Italiens, qui est la première grande exposition, une exposition privée organisée par Philippe Burti, où on présente un vaste panorama de toute la peinture française du XVIIIe siècle. C'est un peu l'exposition qui permet définitivement de faire rentrer en grâce des grands peintres comme Watteau, Fragonard. Et c'est la première fois aussi que des tableaux d'Hubert Robert sont présentés dans un cadre un peu prestigieux et sont commentés. Donc finalement, les 2 tableaux réapparaissent à un moment opportun. Ils disparaissent pour réapparaître ensuite, en 1896. Alors là, c'est une découverte toute fraîche de cet après-midi, pour être tout à fait franc. Ils réapparaissent dans la collection d'Hippolyte Détailleur. Alors c'est bonne pioche, j'avais envie de dire, puisque c'est un grand architecte, mais qui a aussi constitué une collection considérable de dessins, et notamment de dessins d'architecture, de dessins scénographiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un pan important de sa collection est dédié aux représentations de la ville de Paris. Donc on est à un moment important, enfin, de la diffusion de ce type de collection. Et c'est à ce moment-là que Charles Mitter, qui est le très vigilant archiviste de la collection de la bibliothèque de l'Opéra, fait l'acquisition des 2 œuvres, et c'est à ce moment-là qu'elles sont achetées et qu'elles rentrent dans les collections de l'Opéra. Là aussi, j'ai envie de dire, la date est presque symbolique, parce que 1896, c'est juste 1 an après la publication de la toute première monographie dédiée à Hubert Robert, le tout premier ouvrage dédié à Hubert Robert par le grand historien de l'art Cyril Gabillot, qui va être le spécialiste d'Hubert Robert. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, Gabillot, 1913, fera aussi le premier article important sur les représentations de l'incendie de l'Opéra, au moment où il parvient à identifier dans une collection particulière parisienne les 2 grands tableaux qui avaient été exposés en 1780, qu'il met en relation avec les tableaux conservés à la bibliothèque de l'Opéra de Paris. Alors, juste
pour vous dire encore une fois qu'Hubert Robert prend aussi des libertés avec la réalité. Donc je vous remontre un détail du plan de Turgot que Boris vous a montré tout à l'heure. Vous avez donc l'espace ici avec ce pavillon excusez-moi, je dis des bêtises. Ce pavillon ici qui saille et qui est probablement l'espace au premier étage duquel Robert prétend avoir pris place, puisque quand il expose le salon 1780, il dit que le tableau définitif a été vu depuis les salles de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Or, les salles auxquelles il fait allusion, c'est cet espace-là au premier étage, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la rotonde d'Apollon. Simplement, d'emblée, les contemporains vont remarquer que c'est peu probable, puisqu'il suffit de regarder le profil de la fenêtre et le profil de la fenêtre représenté par Robert, et vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même bâtiment. Donc Robert prend des libertés. Ce qui est documenté, c'est la présence de Robert sur place le lendemain avec ce dessin dont il est probable qu'il ait été réalisé sur place. Donc il y a un dessin qui est déjà préparatoire des deux compositions qui nous intéressent. Voici donc le tableau de l'opéra, de la bibliothèque de l'opéra, qui s'anime progressivement. Au tableau où Robert rajoute des personnages, et Boris a montré ça tout à l'heure, mais il rajoute le détail de ces brancardiers qui sont en train de transporter un cadavre. Et puis, bon, je reviendrai tout à l'heure, mais on a encore les figures des pompiers avec les tuyaux qui tentent de circonscrire les dernières flamèches. Il y a, je ne garantis pas que ce soit le vrai séquençage chronologique, mais on connaît une troisième composition plus grande, qui fait 70 cm de haut, c'est-à-dire 2 fois plus grande que les esquisses que vous avez devant vous, qui est attestée au moins par un passage en vente du vivant de Robert en 1808, donc juste avant qu'il ne meure. C'est probablement le tableau qui passe en vente dans la collection du directeur de la manufacture des Gobelins à l'époque. Donc ça témoigne d'une certaine diffusion de l'œuvre de Hubert Robert. Et donc le séquençage pour le tableau qui représente le lendemain de l'incendie, ça pourrait être le dessin. Ce qui est intéressant, c'est que l'esquisse qui provient de la collection passée en vente en 1808, elle représente sans doute une image plus réaliste de ce que Robert a pu avoir sous les yeux, c'est-à-dire le moment où on déblaye en fait les décombres et on commence à faire partir les poutres calcinées. La petite esquisse qui nous intéresse, où là, Robert est en train de mettre en place sa composition avec ces fameux personnages qui l'animent, donc à la fois les badauds, les pompiers, le détail qui va faire frémir les contemporains, mais donc des brancardiers et du cadavre. Bon, et le tableau définitif, où vous voyez qu'il a encore changé la disposition. La principale transformation, c'est que les brancardiers partaient discrètement vers l'extérieur. Or, dans le tableau définitif, les brancardiers, ils viennent vers nous. Ils viennent véritablement vers le spectateur. Donc, il y a un effet de terreur qui a été recherché par Robert dans le tableau définitif. Les tableaux, ils vont susciter en 1780, au moment où ils sont présentés au salon, une attention vraiment très particulière. Ça fait partie des tableaux les plus commentés de Robert, que Robert ait jamais exposé au salon. Au fond, ils ont une réception très contrastée. Beaucoup des commentateurs, et non des moindres, sont frappés par le saisissement et la qualité de sidération que les œuvres peuvent provoquer. Alors c'est justement à l'occasion de ce tableau-là, ça c'est le tableau définitif, qu'on parle de cette fameuse belle horreur, mais on parle aussi, on est fasciné par la capacité de Robert qui trouve dans les circonstances les plus tristes matière à fournir des chefs-d'œuvre. Et la formulation n'est pas ironique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a beaucoup frappé les contemporains. En même temps, ce qui frappe les contemporains, c'est pour une part la nouveauté relative, puisqu'on a vu que Demachy avait déjà représenté des scènes analogues, ils avaient déjà exposé au salon presque 20 ans plus tôt. Ce qui frappe les contemporains aussi, c'est les libertés que Robert prend avec son sujet.
Alors, là, vous avez des commentaires très ironiques, puisque on dit « Je vous disais bien que le feu de l'opéra avait été vu de 300 lieues, puisque des paysannes d'Italie le découvrent par une croisée de leur village. » Alors peut-être que là, on peut montrer le tableau, s'il vous plaît, et revenir sur le détail. Vous voyez encore une fois le profil de cette arche qui est absolument pas réaliste, qui correspond pas du tout à la forme des croisées de la rotonde d'Apollon. Hein. Et puis, si on fait le point, on voit... alors, oui, je vous sens hésitant, parce qu'on avait dit qu'on présenterait aussi la... on le présentera après. Alors, voilà. Là, on voit en fait tout cet effet de saisissement, c'est-à-dire des choses qui sont immédiatement identifiables par les contemporains parisiens de Robert, qui beaucoup ont assisté à l'incendie. Donc, à la fois ces fameuses flammes que certains commentateurs de l'époque décrivent comme une éruption de volcan. Là, la silhouette très identifiable du Louvre, on reconnaît le pavillon de l'horloge. Et puis au premier plan, effectivement, ces personnages en costumes qui évoquent ceux des paysans des campagnes romaines. Effectivement, ce sont des personnages que Robert, bon déjà il les a vus quand il était en Italie, dont il peuple très régulièrement ces tableaux. Et c'est un détail qui va sembler incongru à certains des commentateurs. C'est un parti pris poétique de la part d'Hubert Robert. Et en même temps, ce parti pris poétique, c'est cette idée aussi que lui s'inspire de l'actualité, mais qu'en même temps, il la transpose dans une temporalité qui est beaucoup plus durable. Ces tableaux sont appelés à perdurer, à porter témoignage longtemps de l'événement, mais aussi à s'inscrire dans une temporalité plus large et qui en amène à évoquer des effets de trop grande contemporanéité de mode et à inscrire ces tableaux dans quelque chose de plus universel. Peut-être qu'on peut faire le point. Donc là, on voit effectivement le traitement. Vous voyez que le traitement en esquisse et la vigueur du travail sur la touche de Hubert Robert. Hubert Robert, on l'a beaucoup désigné pour ça, on lui a aussi parfois reproché. C'est un peintre qui, même dans ses tableaux définitifs, peint en manière d'esquisse. Et là, ces tableaux sont quand même très particuliers parce qu'ils sont peints sur des supports de bois, qui n'est pas le support le plus fréquent chez Hubert Robert. C'est souvent le support qu'il utilise c'est parfois le support qu'il utilise pour des œuvres plus personnelles. Hein. Notamment, on avait présenté dans l'exposition Hubert Robert une scène d'intimité où on voit une femme avec un nourrisson, qui est probablement une évocation de son intimité familiale. Néanmoins, ces tableaux peints sur un support rudimentaire, il a pris soin de les signer, puisque le tableau ici de l'incendie porte très lisiblement sa signature et la date, 1781. Et ce sera d'ailleurs, ce sera la même chose pour le tableau définitif. C'est le tableau qui représente l'incendie qui portera la signature. Et peut-être qu'on peut présenter l'autre tableau. Et l'autre tableau donc, qui est traité, là, véritablement, par exemple, si on fait le point sur les personnages, à la partie droite du tableau, qui sont traités véritablement en manière d'esquisse, donc très rapidement, le coup de pinceau est très visible. Donc, c'est normal pour des tableaux d'esquisse. Or, il se trouve que, et là je vous invite à me croire et à les vérifier mes dires directement en allant voir le tableau définitif qui est conservé au Louvre, hein, qui est présenté dans les salles de peinture françaises du XVIIIe siècle au Louvre. Mais le tableau définitif de format très monumental garde cette manière, cette touche très esquissée, qui va beaucoup retenir les commentateurs, qui va à la fois les choquer, et en même temps, certains comprennent, notamment un des commentateurs qui est probablement Antoine Renoux, qui défend Hubert Robert contre ses détracteurs et qui explique que cette manière de peindre esquissée est surprenante, mais pour une part aussi, elle produit un effet d'immédiateté, de rapidité. Hein. Robert est un peintre qui met en avant aussi sa virtuosité, le fait qu'il peint très vite, la preuve, hein, il a pu présenter des tableaux monumentaux 2 mois à peine après l'événement. Mais aussi, cette peinture en manière d'esquisse, elle permet d'évoquer l'horreur, mais en même temps de la flouter, de la gommer. Et donc, on a notamment ce détail absolument terrifiant du cadavre, mais qui est évoqué en quelques coups de pinceau. Et heureusement, on évoque une représentation trop réaliste qui
qui, pour une part, rendrait encore plus affreuse la représentation que Robert fait. Donc il y a ce travail de l'imagination, ce travail sur la temporalité, aussi cette appropriation de toute une scénographie de l'horreur, de la terreur, qui est une scénographie qui est très prégnante dans le répertoire théâtral et lyrique des années 70 et 80, que donc Hubert Robert s'approprie et qu'il sait magistralement incarner, représenter dans ces tableaux, qui vont assurer leur succès, probablement leur réussite, et puis probablement aussi les réticences que les tableaux rencontrent au moment de leur exposition. En guise d'épilogue, je crois qu'on peut revenir maintenant au PowerPoint, et j'espère que vous aurez encore un petit peu le temps pour admirer les tableaux après la présentation. Si on revient au PowerPoint, donc je dirais juste en guise d'épilogue que au prochain salon en 1785, Hubert Robert représente cet énorme tableau qu'il peint pour le grand-duc de Russie, donc ce tableau qui est conservé aujourd'hui à Pavlovsk, et qui représente encore une fois une scène d'incendie de la ville de Rome, donc cet univers du fantasme comme ça, de la destruction de la cité de la beauté par excellence, de l'harmonie par excellence, qui est l'incendie de Rome. Un tableau qui paradoxalement va beaucoup moins être commenté par les contemporains, puisque finalement l'effet de distance à la fois temporelle, géographique, va moins frapper les contemporains. Néanmoins, pardon pour ce croquis, parce que c'est le seul élément visuel que j'ai pu trouver, la scénographie que Hubert Robert met en œuvre sur le tableau de 1785 s'inspire probablement des scénographies de son ami Pierre-Adrien Paris, qui, un peu plus tôt, sur la scène de l'opéra, du nouvel opéra, au moment de la représentation des Danaïdes de Salieri, fait sensation avec cette scène du dernier acte, avec une scène d'enfer, où on retrouve ces effets de voûtes, de grottes terrifiantes, minérales. Et à l'arrière-plan, les contemporains avaient été terrifiés par ce palais embrasé, qui était le palais des enfers. Et on est dans une fantasmagorie qui est quand même très proche de celle que Hubert Robert sait mettre en scène. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence magistrale que j'espère on va faire quelque chose, parce qu'il faut pas laisser ça. C'est vraiment très intéressant des deux côtés. D'une part, la reconstruction très méticuleuse que Boris nous a donnée de l'incendie, d'autre part, la genèse de ces deux œuvres très intéressantes. Et puis, il y a vraiment une grande qualité dans les deux tableaux de la Bibliothèque Musée de l'Opéra. C'est très tard, donc vraiment deux petites questions. Dans 4 minutes, on doit quitter la salle. Je ne vais pas vous décourager, mais 2 petites questions maximum. Ben, écoute, je pense que tout était parfait. Est-ce qu'on a des réseaux de l'incendie? Il y a plusieurs versions qui circulent, dont l'une désigne la scénographie du second acte d'Orphée et Eurydice, qui montre l'entrée des enfers avec des flammes, de la fumée. Mais on ne sait pas du tout, c'est les mémoires secrets qui supposent cela, mais par la suite, on n'y revient pas du tout et on ne connaît pas la vraie raison. Oui, il y a des vrais brasiers en fait. C'est pour ça que il y a quelque chose de très ironique, en tout cas de très surprenant. C'est-à-dire qu'on a un incendie véritable qui est provoqué par un incendie représenté en fait. Et il me semble que la poétique très particulière des tableaux d'Hubert Robert joue là-dessus. C'est-à-dire qu'on est vraiment... C'est quelque chose qui est très très prégnant, hein, les scènes d'enfer, d'incendie. Bon, régulièrement dans l'opéra, mais il se trouve que dans les opéras des années 70, 80, qui ont beaucoup de succès, les scénographies infernales sont très frappantes pour les contemporains parce qu'ils sont mis en scène dans cette esthétique nouvelle du sublime qui est fait pour vous faire peur, véritablement. Et au fond, je pense que le génie de Robert, c'est d'arriver à capter ça
de le transposer dans une réalité urbaine crédible, qui est absolument pas véridique. Hein. Robert il falsifie toujours tout ce qu'il représente, mais néanmoins, c'est quelque chose qui est très crédible et qui au fond, avec les incendies de Robert, il y a cette idée que le théâtre et ce qu'il y a de plus effrayant dans le théâtre contemporain s'empare de la ville. Et par ailleurs, le thème de la ville qui prend feu, de la ville qui se détruit, c'est quelque chose qui est très très prégnant dans la littérature de ces années 60-70. Burke, dans ses réflexions là, sur le sublime, évoque l'incendie de Londres, et l'incendie de Londres, ça a été une réalité, parce que la ville a complètement brûlé, enfin, en grande partie brûlé au XVIIe siècle, et les Britanniques sont quand même marqués par cet événement, et plus récemment, en 55, tout le monde a été très frappé par le grand tremblement de terre qui a détruit la ville de Lisbonne. Et du coup, ce motif de la ville détruite est très prégnant aussi dans la littérature de l'époque, et ça, c'est les travaux de Sabine Vacherding et puis de Nina Dubin qui montraient aussi les textes un peu plus tard de Rétif de la Bretonne, mais de Mercier. Vous savez, il y a un texte d'anticipation de Mercier qui est publié au début des années 70, qui s'appelle L'an 2440, qui imagine la ville de Paris dans un futur lointain, mais qui est aussi un futur qui est beaucoup perturbé par la ruine, la catastrophe. Voilà, donc on est dans il y a une thématique comme ça de la ville, de la ville détruite qui est très prégnant dans l'imaginaire de l'époque. Bon, très bien. De toute façon, c'était une conférence magistrale qui n'a pas besoin de beaucoup de questions. Je vous donne rendez-vous donc le 12 mars. Pour la présentation d'une œuvre de la bibliothèque de l'INHA, donc le carnet italien de Girodet, par Rémi Carriel, qui est conservateur en chef ici à la bibliothèque de l'INHA, et Sidonie Lemeu-Freito, qui est spécialiste de Girodet et qui dirige les collections du musée Girodet à Montargis. Donc au 12 mars prochain, juste dans un mois. Merci beaucoup.